Merci. Je demandais à Monsieur Hugues Mély, donc président de Nidji, entreprise qui vient de recevoir l'Oscar de l'Ille-et-Vilaine de la croissance, de nous rejoindre. Donc, une société de conseil de réalisation logicielle pour la convergence numérique. Monsieur Nelly. Marche arrière. Ok, bonjour à toutes et à tous. Alors, si ce n'est déguiser mon esprit de synthèse pour essayer de reprendre tout ce qui a été dit par mes trois brillants prédécesseurs, je ne vois pas trop de quoi je vais vous parler. Alors, vous dire peut-être que de parents entrepreneurs et chefs d'entreprise depuis plusieurs générations, de leurs frères et de leurs sœurs, tous entrepreneurs et chefs d'entreprise depuis plusieurs générations, j'ai fait le choix parmi les 20 ou 25 enfants que nous étions, pas de mes parents, je m'explique bien, de leurs frères et de leurs sœurs également, à 18 ans de m'engager dans une carrière de fonctionnaire en même temps que je faisais le choix de la nationalité française qui ne m'était pas acquise d'emblée, par rejet de tout ce que les entreprises dans lesquelles j'avais grandi avaient pu m'enlever d'affection, de liberté, avaient pu m'apporter de dérive, la dérive de l'argent notamment. Et j'ai fait le choix de m'engager dans la fonction publique. J'ai été fonctionnaire de la République pendant 5 ans, cadre supérieur ensuite dans 2 grands groupes internationaux dans le domaine des technologies de l'information et de la communication pendant 10 ans. Et effectivement, à 35 ans, il y a 10 ans, j'ai décidé, en étant réveillé une nuit par une idée, de créer une entreprise. Et juste après avoir obtenu l'acquiescement de 2 collègues, que j'avais tous les 2 embauchés à leur sortie d'école quelques années plus tôt, de venir faire cette entreprise avec moi, parce que la solitude étant mon premier ennemi, je ne voulais pas la faire seule. Donc ça rejoint parfaitement ce qui a pu être dit par mes prédécesseurs. Une entreprise, c'est une équipe, c'est une histoire d'hommes, c'est une aventure humaine. Il était absolument hors de question, de mon point de vue en tout cas, de créer Nidji seul. Alors, je ne vais pas beaucoup vous parler de Nidji, c'est une entreprise de conseil et de réalisation logicielle qui aide ses clients à mettre le numérique au cœur de leur stratégie. On s'intéresse à 3 grands domaines. Le premier, c'est qu'est-ce que le numérique apporte à l'évolution de l'offre de produits et services de nos clients pour leurs clients. Nos clients ayant, dans la grande majorité pour clients, vous et nous et moi, dans nos vies privées, donc le consommateur. Donc nous sommes très très fortement tournés vers des clients du B2C qui servent la consommation de masse et du coup vous comprenez bien en quoi la question de l'apport du numérique dans l'offre de produits et de services de nos clients est clé, puisque la consommation de masse se digitalise, on en est tous la preuve vivante, et du coup la question de l'apport du numérique à l'offre que nos clients apportent à la consommation de masse est quelque chose de complètement clé. Donc nos clients ont besoin d'être aidés en termes de stratégie, en termes de stratégie numérique, et nous sommes organisés pour les y aider. C'est à peu près 20% de notre activité. La deuxième question, c'est qu'est-ce que le numérique, toujours lui, amène à la relation client de nos clients avec leurs clients, la relation client au sens large, la communication, la promotion, la personnalisation, la vente, le service après-vente, la fidélisation, donc la relation client au sens complet du terme. En quoi cette relation client peut-elle tirer parti du digital, du numérique? C'est bien évidemment cette fameuse multicanalité de la relation client que vous connaissez bien. Pensez à la relation que vous avez avec votre banque de tous les jours. Vous allez encore de temps en temps le samedi après le marché serrer la main au conseiller client qui s'occupe de vous depuis 10 ou 20 ans dans son agence. Vous observez d'ailleurs à ce titre que son agence est de plus en plus fortement numérique, mais souvent encore vous lui téléphonez et vous êtes pris en charge par des dialogues vocaux interactifs à l'ergonomie plus ou moins bonne, plutôt moins que plus d'ailleurs en général. Souvent, vous utilisez le site internet de votre banque sur votre PC, sur votre bureau, pour faire un certain nombre d'opérations. Vous accédez potentiellement à ce site s'il a été optimisé pour votre smartphone à partir de votre smartphone sur lequel souvent vous avez téléchargé une application de type application iPhone et une fois que vous utilisez cette application, vous avez bien du mal à revenir à tous les modes d'interaction que j'ai cités précédemment et pourtant vous vous promenez en permanence dans ces multiples canaux d'interaction avec toutes les marques
que vous préférez, avec toutes vos enseignes favorites. Et vous comprenez bien que pour les entreprises qui portent ces marques, la question du numérique dans cette multicanalité est totalement clé. C'est à peu près 40% de notre chiffre d'affaires. Et les 40 derniers pourcents de notre chiffre d'affaires, c'est qu'est-ce que le numérique amène à l'organisation de nos clients, organisation de plus en plus mobile, de plus en plus collaborative, de plus en plus interactive, organisation dans lesquelles les salariés qui sont aussi dans leur vie privée de plus en plus exposés au numérique, veulent retrouver un certain nombre de bouquets de services qui appartiennent au monde public, les médias sociaux par exemple, et vous comprenez bien du coup que le DSI, qui est en général le gardien du temple de ce que les technologies de l'information et de la communication peuvent apporter à l'organisation de nos clients, soit confronté à de très très gros pas en avant à faire, qui ne sont pas toujours simples pour lui, et c'est sur ces terrains précisément qu'on vient l'aider. Voilà, donc retenez simplement de Niji que c'est une entreprise d'un peu plus de 400 personnes, totalement organisée pour accompagner nos clients de l'idée à la réalité sur la prise en compte stratégique du numérique. Pour en venir aux quelques questions qui sont posées, je rejoins totalement celui de mes trois prédécesseurs qui disait que le succès c'est quelque chose de pas simple à évaluer, à qualifier, à quantifier. Moi, je pense que le succès appartient au temps et que le temps ne nous appartenant pas, le succès ne nous appartient pas. Et je pense que c'est une notion extrêmement floue. Donc il m'est pas simple du tout de répondre à la question de savoir quelles en sont les clés. L'importance du marketing dans l'entreprise. Ça, c'est quelque chose d'important. Je pense que tout entrepreneur, tout chef d'entreprise doit avoir répondu simplement à trois questions. La première, c'est quelle est sa vision du monde? Quelle est sa vision du marché qu'il s'apprête à adresser? Quelle est sa vision des grands mouvements du monde qu'il cherche par son entreprise et par l'offre de produits et services de son entreprise à accompagner, hein, la fameuse vision. Ce sont les anglo-saxons qui parlent de vision, mission et strategy, donc la vision, la mission, la stratégie. Je pense qu'il faut être capable de raccrocher à quelque part le développement de son entreprise à la vision qu'on peut avoir du monde, du rôle qu'elle aura dans ce monde, de ce qu'elle va apporter au grand mouvement de ce monde. Donc quelle vision j'ai du marché sur lequel je m'apprête à exister, sur lequel je me développe? Quelle mission je me donne? Quelle mission je donne à l'entreprise sur ce marché dont j'ai précisément la vision que je viens d'expliciter. Ma vision du marché, c'est celle-là. Quelle mission je me donne dans le cadre de cette vision? Quelle mission je donne à mon entreprise? Qu'est-ce que mon entreprise est censée apporter au marché? Et enfin, quelle est la stratégie que je donne à mon entreprise? Comment vais-je organiser les choses, comment vais-je exécuter au quotidien le modèle de mon entreprise pour à quelque part faire qu'elle ait effectivement la mission que je lui ai donnée dans la vision que je me suis faite du monde sur lequel elle évolue. Donc la mission, la vision avant, la stratégie après, en rappelant au passage que strategy is all about execution. Stratégie, c'est de l'exécution. Le mal français, c'est de considérer que la stratégie est un art de penser. Il faut être en col blanc intelligent pour faire de la stratégie et d'oublier qu'au moins 90% de la stratégie, c'est du col bleu, c'est de l'exécution, c'est avancer et c'est ça qui est totalement fondamental. Donc, avoir une idée extrêmement claire du marché sur lequel on opère, de la mission qu'on y tient, de la stratégie qu'on a pris, questionner régulièrement cette stratégie parce que bien évidemment le marché évolue, la vision qu'on en a va changer, la mission qu'on y a pris peut évoluer, Joël Renaud le rappelait tout à l'heure pour Deltador, donc sans cesse questionner cette stratégie pour veiller à ce qu'elle soit bien adaptée à l'évolution des choses. Être très clair sur le modèle de son entreprise, qu'est-ce que je vends, à qui et comment. Une entreprise de produits n'est pas une entreprise de services et toutes les offres de toutes les entreprises évoluent vers un mix produit-service qui, plus ou moins, donne la faveur au service ou donne la faveur au produit. On sait tous que les modes opératoires pour exécuter une entreprise de produit ne sont pas les mêmes que les modes opératoires pour exécuter une entreprise de service. On sait tous que Internet, le digital, le monde numérique amènent de nouveaux modèles
de monétisation, amène de nouvelles désintermédiations d'acteurs qui vivaient de leur statut d'intermédiaire. Donc des modèles nouveaux apparaissent, des modes opératoires nouveaux apparaissent, des modes d'exécution nouveaux apparaissent. Il est important, me semble-t-il, pour un chef d'entreprise d'être extrêmement conscient de ce que sont les modes opératoires associés à l'existence de son entreprise et bien évidemment de ce que sont les modèles économiques associés. On parle par exemple très souvent de l'incapacité que l'on a à créer et à développer des entreprises sur un territoire par insuffisance de capital investissement. Or, le capital investissement ne sert qu'à certains modes opératoires d'entreprise, qu'à certains modèles économiques d'entreprise, qu'à certains modèles d'entreprise tout court. Il n'y a pas forcément besoin de capital investissement pour développer une entreprise. Nidji a été développé en 10 ans, 100% croissance organique, 100% sur fonds propres, sans dette et sans modifier d'aucune façon le capital. Donc il n'y a pas besoin de capital investissement pour développer une entreprise. C'est pas vrai. C'est vrai pour certaines typologies d'entreprises. Et j'invite les chefs d'entreprise à être extrêmement conscients de ça. Que puis-je dire encore sur les qualités humaines nécessaires à l'entrepreneur pour avancer? J'ose pas dire pour réussir, pour avancer dans son entreprise. Écoute et mobilité. Écoute, être en permanence toutes antennes dehors. Écouter ce qui se dit, écouter le marché, écouter ses confrères, écouter ses concurrents, écouter ses clients, écouter tout ce qui peut exprimer finalement un message qui, correctement entendu, bien intégré, va permettre d'évoluer de façon adaptée. Donc l'écoute est de mon point de vue une attitude, une posture, une qualité absolument déterminante. La mobilité, au sens très large du terme, mobilité géographique bien évidemment, et je déplore souvent que nos amis bretons en manquent cruellement, mobilité intellectuelle, savoir s'ouvrir à des thématiques, à des domaines nouveaux, mobilité d'esprit, ouverture sur la diversité qui, comme chacun sait, est source de richesse, il faut le rappeler régulièrement. Donc écoute et mobilité, sobriété, humilité, montrer l'exemple, exemplarité sont des qualités, je pense, absolument fondamentales. Comment faire faire aux autres, comment faire faire à ses salariés, à ses équipes, ce que l'on ne ferait pas soi-même. Comment, à des fins de mesures économiques, par exemple, inviter ses salariés à voyager en seconde classe dans le TGV entre Rennes et Paris si l'on prend soi-même la première. C'est totalement impensable. Désolé pour le caractère très basique de l'exemple, mais il s'agit bien d'exemplarité. Voilà. Deux thématiques qui me sont chères, le rapport à l'argent et le rapport au temps. À vous qui peut-être vous apprêtez à entreprendre, à devenir entrepreneur, à devenir chef d'entreprise, j'invite à vraiment bien questionner ces deux dimensions clés que sont le rapport à l'argent et le rapport au temps. Je pense qu'une entreprise peut tirer beaucoup de force d'un rapport à l'argent et d'un rapport au temps particulièrement distant. Une entreprise, c'est du temps. Il faut du temps avant de créer l'entreprise, avant de faire que l'entreprise existe, avant de faire que l'entreprise rayonne, avant de faire que l'entreprise attire, avant que l'entreprise ne soit véritablement référente de son secteur. Il n'y a rien d'instantané. Malheureusement, le secteur des technologies de l'information et de la communication, auquel beaucoup d'entre nous appartiennent, ici en Bretagne, a trop médiatisé l'idée selon laquelle on pouvait très vite faire de grandes et belles entreprises. Combien ont duré ? Je vous le demande. Donc il faut du temps, il faut avoir le temps, il faut envisager que l'entreprise puisse se construire sur plusieurs générations. Il ne faut pas être pressé. Et en rapport avec ça, bien évidemment, le rapport à l'argent. On n'est pas tout de suite riche demain matin. C'est pas vrai. Et si c'est ça l'objectif, alors on ne donnera pas le temps à l'entreprise et l'entreprise ne sera pas dans la durée l'entreprise qu'on attend. Donc j'invite très 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 modestement chacun d'entre vous qui peut-être s'apprête à créer une entreprise à bien questionner ces deux aspects que sont le rapport au temps et le rapport à l'argent qu'il sera prêt à avoir. Autre thématique qui m'est chère, c'est la solidarité
dans le grand allemand, qui est la langue dans laquelle j'ai réclamé mon biberon, se dit das Zusammengehörigkeitsgefühl, certains ici m'ont déjà entendu le dire, das Zusammengehörigkeitsgefühl, mot à mot décortiqué, ça veut dire le sentiment d'appartenance à l'ensemble. Je pense que la mission du chef d'entreprise est véritablement de faire que ce sentiment d'appartenance à l'ensemble se déploie au sein de l'entreprise et au sein de l'écosystème dans lequel l'entreprise évolue. C'est dire combien la solidarité est quelque chose d'important, quelque chose de fondamental avec ses salariés, avec ses clients, avec ses partenaires. C'est quelque chose d'extrêmement important, ce qui me fait rejoindre l'idée de la communication qui a été assez peu développée jusqu'ici. Communication interne et communication externe sont deux disciplines clés qu'on peut d'ailleurs d'une certaine façon raccrocher à des considérations de marketing. Savoir organiser, structurer une communication externe pour porter la marque de l'entreprise et faire que cette communication externe soit le plus possible en phase avec la communication interne qui va catalyser les équipes et véritablement développer ce sentiment d'appartenance à l'ensemble. Donc la communication est un exercice, est une discipline extrêmement rationnelle qui ne relève en rien du monde des artistes auxquels on pourrait volontiers la raccrocher. C'est une discipline importante. N'hésitez pas à faire très tôt de la communication externe et interne. C'est fondamental et ça participe en tout cas pleinement du développement du sentiment d'appartenance à l'ensemble de ceux qui vous entourent dans l'écosystème dans lequel est votre entreprise et de vos équipes en interne. Comment développer une culture marketing forte au sein de la filière TIC de l'Ouest? Pas mal d'idées ont été avancées. J'entends souvent nos élus nous dire qu'il est important de veiller à ce que nos jeunes trouvent, après leurs études, un emploi ici en Bretagne. Je dis non. Il m'apparaît fondamental de faire qu'il n'en soit pas ainsi. Il m'apparaît fondamental de faire que nos jeunes soient invités à aller loin, et le plus loin possible. En revanche, notre mission, c'est de faire que lorsqu'à 30 ans ou 35 ans, en famille, armés de tout ce que ces expériences très diverses et très lointaines leur auront apporté, ils retrouvent en Bretagne un emploi qui soit à la hauteur de ces expériences et qui leur permette véritablement de valoriser ces expériences. C'est en tout cas ma vision. Quand je suis un petit peu plus méchant, je dis attention aux yeux rouges. Les ingénieurs, fils et petits-fils d'ingénieurs d'Alcatel et de France Télécom à Cesson-Sévigné, désolé s'il y en a dans la salle, mais si on finit à terme par n'avoir que ça dans la région, ça répond d'une certaine façon indirectement à la question. C'est véritablement s'ouvrir vers l'extérieur, s'ouvrir vers des horizons lointains, s'ouvrir vers des métiers qui ne soient pas directement corrélés à l'ancrage extrêmement technico-technicien de nos filières d'enseignement supérieur local. Veiller à ce que ces filières soient le plus possible ouvertes sur le monde de l'entreprise, c'est-à-dire à ce que les acteurs de l'entreprise y trouvent un rôle entier dans la conception et dans la dispense des programmes pédagogiques. Je pense que les chefs d'entreprise de la région sont beaucoup trop peu appelés au chevet non seulement de la dispense, mais de la conception des programmes pédagogiques. Comment voulez-vous permettre aux gens d'entreprendre s'ils ne savent pas ce qu'est l'entreprise? J'entends souvent dire qu'il faut éveiller chez les jeunes dans les filières d'enseignement supérieur l'envie d'entreprendre. Mais comment voulez-vous entreprendre valablement si vous ne savez pas ce qu'est la chose entreprise? Il faut aimer la chose entreprise pour entreprendre. Et pour aimer la chose entreprise, encore faut-il l'avoir découverte. Si vous n'avez jamais mis les pieds dans une entreprise, si vous n'en connaissez pas toutes les affres et toutes les vicissitudes, si vous ne savez pas qu'une entreprise est une suite ininterrompue de problèmes dans laquelle seule la catégorie des problèmes change, alors comment voulez-vous entreprendre? C'est ça qu'il faut amener à l'école, sans quoi ça n'est pas la peine d'imaginer pouvoir susciter chez nos jeunes l'envie d'entreprendre. Il vaut mieux surtout pas le faire, parce qu'on va se retrouver avec des entreprises éphémères qui auront consommé de la subvention publique, il y en a encore beaucoup, de moins en moins, mais il y en a encore beaucoup, et qui mettront la clé sous le paillasson au bout de 2 ou 3 ans. On en connaît, il y en a pas mal dans la région. Et c'est pas le hasard s'il y en a beaucoup.
c'est bien parce que ce que je propose comme bon sens, me semble-t-il, est insuffisamment déployé. Hein. Donc rapprocher vraiment pour de bon les filières d'enseignement du monde de l'entreprise, en invitant très fortement l'entreprise à s'immiscer dans la conception et non seulement la dispense des programmes pédagogiques, et en recevant bien évidemment à bras ouverts dans l'entreprise les enseignants pour qu'ils y fassent des stages et qu'ils découvrent la vraie vie de l'entreprise et qu'ils soient capables de transmettre, outre l'envie d'entreprendre aux jeunes, un peu de capacité à le faire, hein, pour l'avoir soi-même un peu vécu. Donc ça me paraît être quelque chose d'important. Faire venir en Bretagne de grandes marques du B2C, des acteurs clés du B2C, qui soient capables de consommer à quelque part toute la valeur ajoutée qui naît de cette maîtrise technologique, de cette maîtrise du numérique que nous avons. Il y a trop peu de consommateurs, entre guillemets, de ce qu'on sait très bien produire en Bretagne. Il faut se battre pour faire venir des enseignes prestigieuses, au cœur du développement desquelles le numérique se trouve, et avec lesquelles et pour lesquelles nos filières dites TIC pourront exister durablement. Voilà quelques modestes propositions. Et je pense que je ne suis pas loin d'avoir atteint le temps qui m'était imparti. Donc si vous avez des questions... On va vous applaudir déjà. Merci pour votre... Merci beaucoup, Monsieur Méli, pour ce message fort. Des questions dans la salle? Quelques questions? Non? En tout cas, merci beaucoup pour ce message. On vous avait demandé d'être... Vous aviez participé à la préparation de la journée. Je vous avais demandé de dire très concrètement et avec beaucoup de franchise votre vision sur la région. Et je vous remercie beaucoup. Merci. Merci.